Donc bonjour à tous, bon après-midi en notre compagnie. Donc je me présente brièvement et je vais vous donner un petit peu le plan de ce qu'on va aborder ensemble. Donc je suis Étienne Armand Amato, je suis chercheur associé au laboratoire Paragraphe à Paris 8. J'ai été étudiant comme vous dans des circonstances proches puisque à l'époque il s'agissait des rencontres médias qui se déroulaient au CNAM et dont il reste une archive que je vais brièvement quand même évoquer puisqu'elle a été élaborée ici même à la MSH avec des années successives de 2002 à 2007. Ici, les archives anciennes. Il manque les vignettes, mais quand vous cliquez sur, par exemple, Jean-Pierre Balpe, vous avez des vidéos qui se lancent. Et dans ces conférences, j'ai pu finalement commencer à m'interroger sur le numérique comme vous le faites aujourd'hui, avec un angle donc autour des années 99-2000, qui était plutôt celui de l'audiovisuel. Là où on va dire toute une tradition de l'hypertexte et des hypermédias est basée sur soit des bases de données utilitaires, soit ce qui va être la fiction hypertextuelle. Moi, je me suis intéressé aux jeux vidéo. Donc assez tôt, venant de cinéma et d'un environnement où la question de l'image était déjà très importante. De telle sorte que, à un moment donné, j'ai pu avoir la chance, notamment par l'intermédiaire de Ghislaine, de commencer mon travail de chercheur à France Télécom en tant que jeune chercheur, 27 ans, et qui s'intéressait, parce que j'étais en reprise d'études, aux nouveaux usages du haut débit. Et du coup, à l'époque, on passait des modems payants avec des forfaits horaires à la connexion permanente, au haut débit relatif, 500 K à peu près. Et quels usages, quels services allaient émerger. De telle sorte que assez vite, il s'est posé la question de tous ces environnements numériques qui étaient en train de naître et qui permettaient des interactions entre personnes. Donc dans ce contexte, je me suis particulièrement intéressé à l'avatar. C'est la thématique qu'on va aborder ici. Et je suis aussi dans la foulée rentré en recherche. Donc vous trouverez sur Dailymotion ma soutenance de thèse, sa présentation et l'ensemble des débats qui ont suivi grâce au concours de l'atelier de vidéomatique et de mon ami et collègue Étienne Pérény. On a pu donc archiver ça, ce qui est bien parce que le but c'est pas de se rendre célèbre, c'est surtout de permettre de montrer à des futurs docteurs qu'est-ce que c'est qu'une soutenance, et en sachant qu'il y a plein de formes de soutenance. Et donc vous voyez dans le titre le jeu vidéo comme dispositif d'instanciation, donc l'instanciation en termes de l'informatique, le fait d'actualiser une instance, une classe d'objets par exemple, ou un modèle informatique, du phénomène ludique aux avatars en réseau. Donc le mot avatar est posé, et ici je vais essayer de vous restituer quelques points clés. Je ne vais pas pouvoir synthétiser plus d'une dizaine d'années de recherche, mais quelques points clés autour de cette question qui est devenue un petit peu une question aujourd'hui évidente. En sachant que l'évidence a été masquée à un moment donné, puisque nous on a fait des journées d'études sur l'avatar par exemple à Gobelin, où j'ai travaillé, où je travaille avec Étienne dans cette période-là, autour des années 2009. Et puis brusquement, quand on tape Avatar, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on ne parle plus de la même chose. Donc là, vous reconnaissez les Na'vi, cette tribu d'un monde fantastique et fabuleux, filmé par et mis en scène par et inventé aussi en partie par James Cameron, de telle sorte que l'avatar, d'une certaine manière, dans les consciences, là où ça a commencé à vraiment prendre forme dans les années 2000, autour de la définition d'une représentation de soi plutôt 3D, dynamique, interactive, tels que les jeux vidéo en fournissent, et plus particulièrement les jeux massivement multijoueurs en ligne de jeux de rôle, donc les MMORPG, Massively Online Role Playing Game. Eh bien, l'Avatar est devenu finalement aussi un référent culturel à travers ce film qui traite la question de, du transport d'existence et de l'usage d'un corps externe, puisque c'est la thématique même de la façon dont un humain va prendre corps à la place d'un Na'vi, de ces créatures. Mais on voit bien quand même que, en faisant une recherche juste avec le mot avatar, la première page ne mentionne pas beaucoup, donc dans la recherche Google. Là, on commence à voir ici, non, on est toujours dans les avatars. Alors où est-ce qu'on va voir un avatar de jeu vidéo, ça je vous le demande. Eh ben, écoutez, il va falloir pas mal scroller, probablement un certain temps. Ah, tiens, il semblerait qu'un avatar arrive ici.
On va aller le voir un petit peu. On va poursuivre. Donc autant dire qu'à un moment donné, on s'est même demandé si le film Avatar n'était pas le contre, disons la tentative pour le cinéma et les médias de masse de reprendre le contrôle d'un phénomène qui leur échappe profondément, qui est cette possibilité d'exister dans un monde autre que le nôtre, un monde de fiction qui apparaît de façon interactive. Donc, autrement dit, le film Avatar est venu brouiller les cartes, créer un rideau de fumée qui nous a empêché, nous, chercheurs concernant l'Avatar, de traiter ou de poursuivre avec le grand public qui disait de quoi vous parlez. Alors, donc moi, je ne vais pas parler des avatars de James Cameron, hein, vous avez bien compris. Je vais plutôt parler des avatars du cyberespace, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire des mondes numériques, et de toute cette réflexion qui permet d'être mise en scène avec tout un tas de matériaux particuliers qui peuvent être aussi bien les sites de rencontres, les forums, où on appelle avatar une petite vignette, une petite photo que vous connaissez bien sur la messagerie MSN, sur les forums de dialogue, sur les sites de rencontres. On appelle avatar dans un environnement web la petite photo qui représente l'utilisateur. Voilà, donc l'équivalent de ceci. Et on constate que voilà, on peut mettre je sais pas, un objet, une montre, un objet quelconque qui vaudra pour soi. Et dans nos travaux avec d'autres chercheurs, on a appelé ça l'avatar imagé ou l'imagette avatar pour dire que c'est le côté vignette. Alors ça, c'est l'appellation dans les environnements hypermédias. Hypermédias se référant bien sûr au web et à ces interconnexions entre documents qui éventuellement peuvent être mis en base de données, bien sûr, mais qui font qu'on a un environnement plutôt cliquable. Et de l'autre côté, on a un avatar beaucoup plus riche du point de vue des interactions qu'on peut mener avec. Donc là, on reste dans un avatar visuel, hein, dans cet exemple. On va aller plutôt sur l'avatar des jeux vidéo que vous connaissez. Alors, qui a un avatar de jeux vidéo ici? Une personne se dévoue. Combien de personnes parmi vous possèdent et maîtrisent ou interagissent avec des avatars régulièrement? De jeux vidéo, j'entends. Ok, très bien. Merci de baisser les bras. Donc, vous n'êtes pas très nombreux, visiblement. Qui joue aux jeux vidéo de manière générale? Tiens donc, ah ça c'est intéressant. On a un effet soustractif très fort. Merci beaucoup. Et qui a utilisé ou personnalisé sa petite vignette qui valait pour lui, donc qui a mis en ligne un avatar au sens d'une petite photo le représentant sur un site. Enfin, quasiment tout le monde. Alors, vous êtes étudiant dans une autre matière que je ne connais pas. Il va falloir parler ensemble. Très bien. Donc, bon, je sais qu'il y a un effet timidité, un effet où est mon bras, je le lève pas, etc. Mais il semblerait que beaucoup de joueurs parmi vous n'ont pas spécialement l'impression d'avoir négocié avec un avatar. Et ça s'explique puisque si vous avez joué à des jeux vidéo tels que Assassin's Creed, Prince of Persia ou tout autre dans lequel on vous fournit un héros déjà prêt, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un avatar. On a l'impression de manipuler un personnage héroïque, éventuellement une équipe de football, voire une voiture de course, un hélicoptère, un avion, toutes choses qui sont pilotables, et on n'a pas le sentiment qu'on a affaire à un avatar. Pourtant, c'est le terme générique que la recherche emploie de plus en plus et de manière généralisée dans le courant des années 2000 pour dire la représentation active et pilotable, manipulable du joueur dans un monde 3D. Pour autant, ceux qui ont levé la main, je ne sais pas pourquoi vous avez levé la main sur l'avatar au départ, mais peut-être vous êtes plutôt joueur de jeux en ligne massivement multijoueurs. Voilà. Et là, le mot avatar se dit parce que, donc je concrétise ça par des images, hein, on va voir que j'ai décidé de ne pas recourir à la présentation fluide habituelle, mais voilà, de faire des interactions, des itérations. Si vous avez une question, on peut aller voir la réponse, ou pas sur les bases de données que sont les moteurs de recherche. Ben voilà, si on parle d'avatar, on est plutôt dans une représentation liée au personnage en ligne. On va prendre celui-là. Dans les MMORPG en particulier, donc les MMORPG, les jeux en ligne, où vous avez des dizaines et des dizaines de joueurs qui se retrouvent dans un environnement simulé en 3D ici, et qui peuvent interagir, communiquer, combattre, échanger des biens, fabriquer des objets,
etc. Donc ça, c'est la vision, on va dire, la plus restrictive, la plus stricte et la plus originelle du mot avatar. Enfin pas du mot, mais de l'usage contemporain et technologique du mot avatar, qui lui vient, vous le savez probablement, de quelle civilisation vient le mot avatar? Indienne. Effectivement, la religion hindoue nous parle de Vishnu, une divinité qui, comme bien d'autres divinités, y compris dans notre mythologie, a des centaines, voire des milliers d'avatars, c'est-à-dire des enveloppes charnelles qui vont lui permettre de descendre, avatara, descendre à travers donc du ciel vers la terre pour s'incarner sous la forme d'un taureau, d'un être fantastique, d'un humain, etc. Et donc cette capacité à prendre corps pour une divinité qui du coup accède au royaume des mortels, enfin au domaine des mortels, est une métaphore, donc on en comprend bien, puisque moi, simple humain, je bénéficie, grâce aux moyens technologiques qu'on connaît, de la possibilité de me transformer en charmante petite libellule, enfin créature ailée, hein, et de découvrir à travers, donc vous voyez, un ensemble de paramètres qui sont tenus dans cette, je vais la mettre qui sont tenus dans ces petites fenêtres. Donc des paramètres d'inventaire, donc les équipements, les points d'expérience, les apparences. Et si le mot avatar est plus frappant et plus directement lié à ces environnements en ligne, c'est parce qu'on fabrique soi-même son personnage au départ. Et cette fabrication d'avatar, elle est aussi importante par rapport au personnage tout prêt à jouer dont je vous parlais juste avant, celui des jeux vidéo. Hein. Prenons par exemple Solid Snake de Metal Gear, qui est un héros comme un autre. Et bien ce personnage qu'on nous donne à jouer, hein, que j'appelle prêt à jouer, comme on dirait prêt à porter, eh bien je ne l'ai pas fabriqué. C'est les éditeurs qui l'ont inventé. Et moi, en tant que joueur, quand je vais me connecter, quand je vais rentrer en relation interactive avec lui, je vais l'interpréter, je vais peut-être lui faire vivre des aventures bien différentes que celles que les concepteurs avaient imaginées, mais on est bien dans un rapport où à la fois je m'incarne dans le monde à travers le héros prêt à jouer, mais en même temps, c'est vrai que je le subis, il m'a été donné. Alors que l'avatar, au sens strict, originel, contemporain, est un mot qui apparaît dans les années 80. Et là, c'est amusant parce que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre ami, c'est indirectement Lucas, hein, George Lucas, qui avait un studio de jeux vidéo dans les années 80, et dont les équipes, c'est pas lui personnellement, inventent une idée de nouveau jeu complètement original, qui a été d'ailleurs bien documenté dans un article que vous trouverez en ligne, dont je donnerai les coordonnées à Antoine, le projet Habitat, qui est donc le premier jeu vidéo en 84, qui c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est plutôt une plateforme de communication un petit peu à la Palace, donc un environnement 2D, où vous avez des petits personnages, on va voir des exemples juste après, qui sont la représentation des utilisateurs. Et la nouveauté, c'est que grâce au réseau CompuServe de l'époque, eh ben, on peut dialoguer avec la personne qui nous intéresse. Attendez, je vais aller directement. C'est pas celui-là. Qui nous intéresse et qui, du coup, va adopter un comportement différent de ce qu'on aurait pu attendre. Oula, je me perds là dans mes. Voilà, c'est ici. Donc le jeu Lucasfilms, Habitat, donc c'est une plateforme de communication, et elle est vraiment singulière parce que les inventeurs se disent comment appeler les petits personnages qu'on confie, que les joueurs se fabriquent et qui permettent de dialoguer ensemble. Et ils ont l'idée de les appeler les avatars avec un grand A. Ce qui est une très bonne idée, puisque en fait ils se disent bah oui, ça correspond bien, ça correspond un petit peu à la mythologie, ça va permettre aussi de leur donner une forte identité. Donc je vais vous montrer tout de suite une image. Voilà, hein, donc on est vraiment sur du pixel, les premiers avatars en tant que tels. Bon, voilà, ils peuvent dialoguer avec des phylactères. Phylactère, c'est la petite bulle. C'est le mot savant pour la petite bulle de bande dessinée là, dans laquelle les mots s'inscrivent. Et puis ils peuvent communiquer, échanger des biens, promener leurs chiens. Enfin voilà, il y a toute une sociabilité qui naît dans ce contexte. Et le fait d'avoir appelé ces personnages avatars va effectivement faire un précédent et justifier cette notion pour la suite. Mais qui va quand même pouvoir s'appliquer rétrospectivement à des formes d'entités antérieures. Il y a des gens qui vous disent que
le premier vaisseau spatial manipulable de l'histoire du jeu vidéo informatique, Spaceware. Et ben, c'est une sorte de petit triangle qui tire à la façon de météores, astéroïdes qui tirent autour de lui. Ben, ce petit triangle qui envoie des pip pip, certains disent c'est l'avatar. Voilà. On va même, dans le domaine de l'IHM, des interfaces homme-machine, appeler le pointeur, hein, vous voyez ces petites choses là qui se baladent, la flèche de pointage, qui d'ailleurs se transforme en main lorsqu'elle passe au-dessus d'un lien cliquable, etc. Certains vont appeler ça l'avatar fonctionnel ou opérationnel d'une interface graphique, parce que ça représente l'utilisateur. Donc voilà, on en a après effectivement une extension des termes jusqu'à la vignette qui vous représente, mais le contexte d'origine est important. Et puis avec Étienne Périgny et d'autres chercheurs, mais on a beaucoup travaillé ensemble et on va vous montrer les résultats de ces travaux. C'est vrai qu'on pense que c'est au moment où apparaissent les tout premiers phénomènes qu'on peut mieux comprendre leur nouveauté, parce que les créateurs sont bien conscients que voilà, ils inventent quelque chose, mais ils vont découvrir la façon dont les gens, par exemple, se volent, le vol entre eux, donc, ou détournent leurs personnages, ou s'inventent des récits. Donc tout phénomène qui, par la suite, va être un peu gommé, parce qu'on va vous dire venez acheter un abonnement à World of Warcraft, c'est formidable, mais on va plus tellement vous parler de l'intérêt même des avatars. Donc en gros, c'est culturalisé, c'est surdéterminé par les offres commerciales et culturelles. Donc revenir à l'origine, et ça je vous fais un peu de méthodo au fur et à mesure de ma conf, hein, qui restera dans les temps. Revenir aux origines. Alors ensuite, évidemment, dès lors que on a la possibilité de fabriquer un alter ego numérique, un autre soi-même, qui peut être par exemple une femme quand on est un homme, ou inversement un homme quand on est une femme, la possibilité d'exister dans un espace de communication, d'interaction, d'accomplissement, où on peut réaliser des actions précises, au titre d'une autre entité que soi, une autre identité que soi, crée plein de choses. Et typiquement, pour des hommes qui ont joué des femmes dans les mondes de jeux en ligne, ils ont pu découvrir à quel point l'attractivité physique, qui est souvent d'ailleurs de mise dans les représentations des jeux en ligne, eh ben, suscite voilà, des façons d'être abordé, d'être séduit ou dragué, parfois pas toujours agréables, ou au contraire très intéressantes. Et on parvient, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, à occuper un autre point de vue que le sien sans avoir besoin, disons, d'aucune transformation. On n'a pas besoin de se déguiser, on n'a pas besoin de se faire opérer pour tout ce qui est les transsexuels, les transgenres. Voilà, on peut découvrir dans une réalité simulée, avec un propos ludique, hein, il s'agit d'un jeu vidéo, ce qu'est la condition, ou certains aspects en tout cas de la condition humaine, d'une personne de petite taille, de quelqu'un de l'autre genre, d'un être laid, d'un être beau, etc. Bref, d'une différence de soi. Et ça a des très grandes conséquences, à la fois psychologiques, et les psychologues, psychanalystes et autres vont beaucoup, et s'intéressent actuellement depuis longtemps beaucoup à la thématique de l'avatar, parce que bien sûr ça renvoie à toute une théorie du sujet humain, mes désirs, mon imaginaire, mon inconscient, mes représentations, enfin voilà, qu'est-ce que c'est qu'un être psychologique, alors même que les philosophes commencent aussi à s'intéresser davantage à l'avatar, quoique il y ait encore une marge de progression, de mon point de vue, et d'ailleurs on peut en reparler dans les questions si vous voulez. Et puis bien sûr, nous en sciences de l'information et de la communication, donc la discipline dans laquelle s'inscrivent nos travaux, eh bien, on considère l'avatar numérique, l'avatar jouable des mondes de jeux vidéo, comme un véhicule corporel qui nous permet de nous transporter dans une autre réalité, comme un médium, donc une forme de moyen d'expression, puisque à travers lui, je vais pouvoir définir des caractéristiques, des particularités qui font que je suis en train d'agir, de m'exprimer. Et puis un imaginaire aussi, puisque là, si on regarde un projet qui s'intitule Milestones, du projet Avatar, on dit voilà, on pourra entre 2015 et 2020 avoir une copie robotique d'un corps humain contrôlé à distance. En 2020, plutôt un avatar avec un cerveau humain transplanté directement et qui serait maintenu en vie. Alors bon, une sorte de promesse un peu qu'on pourrait dire quasiment transhumaniste, dans laquelle l'avatar est un peu confondu avec le robot, mais en tant que
expression de soi, c'est-à-dire je me transplante au lieu de me transporter dans un être de pixels avec des algorithmes de marche eh bien, à terme, l'avatar prépare, c'est d'ailleurs ce type d'imaginaire que nous expose aussi le film Avatar, à un monde dans lequel on pourrait passer d'une identité à l'autre, voire survivre à la mort. Et on voit bien aussi que c'est un des vecteurs, la notion d'avatar, de notre progrès, entre guillemets, ou de notre post-humanisation ou transhumanisation, si un jour, du moins, il est avéré que l'espèce humaine doive dépasser sa condition biologique de finitude et de mortalité que nous connaissons aujourd'hui depuis toujours. Donc vous voyez un petit peu déjà où je place le curseur dans quelque chose d'un peu vaste, qui nous oblige à revenir sur une richesse incroyable. Et dans ce contexte, donc, on a pu présenter nos premiers. Enfin, moi, j'avais fait une thèse soutenue en 2008 avec tout un chapitre sur la métaphore de l'incarnation consacré à l'avatar. J'avais un chapitre, enfin, j'avais 12 chapitres, comme dans la plupart des thèses, une dizaine de chapitres. J'en avais un sur l'immersion, un sur la télécommande, la téléaction, l'action à distance. Hein, vous savez, les petites télécommandes. Parce que dans le jeu vidéo, c'est très important, on a l'impression de manipuler à distance des choses. Donc, le contrôle à distance, la téléprésence, comme on l'appelle. Est-ce que vous connaissez, qui connaît la notion de téléprésence? Ouais, bon, c'est une notion un peu particulière. La présence à distance, donc télé, hein, télévision, vision à distance, téléobjectif, etc. Et la téléprésence, il faut savoir que son projet de pouvoir avoir une sorte de don d'ubiquité, vous êtes ici et ailleurs en même temps, va être très tôt relayé par une notion encore plus puissante sur laquelle j'ai travaillé aussi, qui est la téléexistence. Donc exister à distance, pas simplement être présent ici et là-bas, comme à la télévision, hein, quand vous regardez un match de foot ou un enterrement d'une personne célèbre, vous êtes ici et là-bas, mais bien plus exister là-bas. Et donc j'avais donc abordé cette notion, et donc l'avatar rentrait dans un chapitre qui déconstruisait la métaphore, puisque c'en est une, hein, de l'incarnation. Je prends la peau du personnage, je me glisse dans sa peau. Et donc il en a résulté notamment un travail qu'on a repris avec Étienne Périni ici présent. Bon, alors c'est un titre un peu compliqué. Vous savez que les chercheurs ne sont pas spécialement des gens qui parlent la langue commune, mais pas plus que les métallurgistes ou les passionnés hein, de vin ou autres, hein, qui ont chacun leur jargon. Donc ne fuyez pas devant des intellectuels qui utilisent quelques mots spécialisés. Au contraire, dites-vous que tiens, c'est des mots que je ne connais pas, ça doit être les mots de la tribu en question. Donc les mots de la tribu en question, l'heuristique de l'avatar. Donc heuristique, c'est quelque chose, c'est un adjectif ou substantivé qui veut dire qui favorise la production de connaissances nouvelles. Un processus heuristique en science, c'est voilà, quelque chose qui va générer de la connaissance. En informatique, c'est une méthode de résolution de problèmes, hein, une méthode heuristique. Pour les informaticiens, vous connaissez ça. Mais l'heuristique de l'avatar, donc nous, ça veut dire en gros, l'avatar est un outil de création de connaissances nouvelles, et on le traite avec des polarités fondamentaux, hypermédias et cybermédias. Alors, les hypermédias, qui ne connaît pas les hypermédias? Voilà, comme ça, vous n'avez pas à vous fatiguer, hein. Celui qui se dénonce est exclu tout de suite. Bon. Donc, vous connaissez tous les hypermédias, bravo. C'est bien, vous êtes inscrit au département hypermédias d'ailleurs, donc voilà, c'est tout à fait normal. On comprend bien. Et par contre, vous voyez en face hein, une notion un peu bizarre qui s'appelle les cybermédias. Et alors, les cybermédias, on a décidé, avec des recherches hein, qui justifient de cela, d'appeler ainsi les jeux vidéo et les environnements simulés de type métaverse. Métaverse, c'est un des noms pour appeler Second Life ou des environnements en ligne. Voilà. Et pourquoi cyber? Parce que autant le hyper, vous connaissez, c'est le saut hypertexte, le saut hypermédia, donc la liaison, la connexion entre des documents, des textes, des médias variés, vidéos, sons, etc. Autant la cybernétique est une notion importante que vous étudiez pendant normalement vos parcours d'études, hein, cyberculture, etc. Donc, qui peut me donner une définition de la cybernétique? Qu'est-ce que c'est la cybernétique? Ah, je sens des chuchotements qui vont monter jusqu'à moi. Oui. Oui. Ouais, c'est une approximation actualisée, mais c'est pas mal. Simulation virtuelle, oui. Oui. Étude des cybernétiques, étude des systèmes. Tout court. Ok. Et est-ce que vous savez d'où vient la racine cyber? Qu'est-ce que ça veut dire cyber?
en grec, d'origine, l'étymologie. Alors l'étymologie de cyber, vous connaissez pas? Bon bah je vais me rendre utile quand même aujourd'hui. Ça vient de Kubernetes, le gouvernail. Donc le gouvernail dans la navigation. Donc le gouvernail de bateau, ce qui permet de réguler, de diriger, de piloter une embarcation, un esquif, un navire, un bateau. Et en fait, la cybernétique, lorsqu'elle est cette nouvelle science dont on n'entend plus tellement parler, apparaît dans les années 30 et plus fortement dans les années 40. C'est la science du contrôle et de la commande. Et de tous les systèmes qui ont une capacité de gouvernance, de pilotage. Donc par exemple une souris dans un labyrinthe, un grand phénomène connu où on met des petits fromages et puis des pièges, et ben elle va essayer de se diriger. Ben, la cybernétique va s'intéresser à son comportement. Un système de tir anti-aérien, un missile téléguidé, et la cybernétique, c'est une science transversale qui s'affirme, on pourrait en parler pendant des heures, mais comme la science de la gouvernance et de la régulation, du contrôle et de la commande. Et vous voyez bien qu'avec l'informatique, avec la programmation, avec même déjà l'électronique qui permettait certaines, avec son magnétoscope, on faisait des choses sans programmation informatique, on décidait de certains horaires, etc. Eh bien, on est dans le monde de la commande et du contrôle. Donc du coup, on a appelé cybermédias les médias qui recourent à ces principes de la cybernétique, comme les jeux vidéo, qui en sont vraiment la manifestation forte, indirecte mais forte, parce que vous avez des comportements automatisés ou semi-automatisés, genre des ennemis qui vous courent après, c'est un classique, on vous court après et vous devez échapper à des ennemis. Vous avez une modélisation d'environnement, d'être ou de comportement, donc s'il se passe ci, il va se passer cela, après la pluie, le beau temps, enfin tout un tas de règles, de modèles qui sont mis en œuvre et qui aboutissent, c'est là où je te rejoins, à la simulation, parce que la simulation c'est basé sur des modèles. Quand tu disais sciences de la simulation virtuelle, t'étais pas loin. Et enfin, au caractère finalisé de l'activité, c'est-à-dire c'est pas fait par hasard, c'est pour un but précis, vous amuser, résoudre un problème. Quand vous prenez un guerrier pour conquérir l'univers ou dans un jeu de stratégie une armée, c'est sûr que l'activité est finalisée, elle a un objectif. Et le caractère finalisé est très fort dans la cybernétique puisque c'est pour atteindre un but. Quand un navire part, c'est pour aller à un port, donc il faut aller quelque part. Et enfin, vous avez l'interactivité, puisque vous avez un dialogue homme-machine, qui est très fort dans la cybernétique, puisque y a un pilote dans l'avion, hein, ou dans le navire en tout cas. Donc bref, les jeux vidéo sont qualifiés de cybermédias. Et dans ce contexte, un des moyens importants pour exister dans le monde numérique d'un jeu vidéo, c'est l'avatar. Donc vous comprenez tout de suite qu'en prenant la thématique de l'avatar, donc là c'est un article en ligne un peu compliqué, un peu long, qui revient sur toute l'origine, Habitat, les premiers jeux vidéo, y compris l'usage dans la culture de l'imaginaire. Là, par exemple, typiquement, vous avez tous entendu parler de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Qui joue au jeu de rôle sur table? Qui a déjà joué au jeu de rôle sur table ici? Avec des dés et des crayons. Ok, donc à peu près un septième de la population. Donc les jeux sur table sont une référence importante. Alors pour ceux qui ne jouent pas sur les jeux de rôle, qui ne jouent pas aux jeux de rôle non informatisés, papier crayon comme on les appelle. Je vais essayer de trouver une petite voilà, une partie de jeu de rôle, une fiche de personnage. On va garder le quart d'heure de la fin pour les questions, Ghislaine, mais comme j'ai démarré à 15, j'ai besoin encore de 5 minutes. D'accord, ok. J'essaie d'être un peu interactif. Donc vous voyez, des gens autour d'une table, donc on dirait qu'ils prennent un thé, mais vous remarquez ici que comme c'est un 3 millions de pixels, c'est super, on peut faire une enquête, hein, vous voyez, grâce un petit peu à la façon de Blade Runner et autres Minority Report. Là on constate un détail bizarre, hein, qui sont des dés. Qui ne sont pas que des dés à 6 faces, mais des dés à plusieurs dizaines de faces, qui permettent de calculer, de faire des tirages et de prendre des décisions, enfin de savoir ce qui se passe par rapport à une fiche de personnage ici. Donc les dés sont contenus dans ce genre de petites bourses, et puis on voit des gens qui interagissent. Et ici une fiche de personnage, bon elle n'est pas très précise, mais en gros c'est la même chose que celle des avatars qu'on connaît aujourd'hui dans les jeux de rôle,
avec des caractéristiques, est-ce qu'il est beau, intelligent et tout. Et donc dans l'article que j'évoque, on retrouve un peu des principes ici dans une mise en interface classique. On constate que la notion d'avatar, finalement, c'est notre recherche à montrer ça, c'est qu'à un moment donné, il y a Gary Gygax, un des inventeurs principaux du jeu de rôle sur table, qui dans les années 70 fait du wargame. Les wargames, c'est les jeux de guerre avec des gros bataillons à la façon du Monopoly ou du Risk. Enfin, le Monopoly, c'est pas un jeu de guerre, mais vous avez une représentation. Et il décide d'aller au niveau du soldat, de la piétaille, de l'individu, et de modéliser l'existence d'un seul être. En disant, bon, est-ce que lui, il sait grimper un arbre, courir, survivre. Et on va modéliser chaque existence pour pouvoir interagir grâce à une fiche de personnage. Et donc, dans la filiation de l'avatar, vous pouvez comprendre que déjà le projet de modélisation d'existence qui était porté par l'importance de se dire, ok, il y a la cybernétique dans les années 40-50, je ne peux pas faire un cours là-dessus, mais je vous invite à vous documenter. On va modéliser des êtres et des comportements. Quand on modélise un nain, voleur de 3e niveau dans Donjons et Dragons, bah, vous faites réellement un modèle comportemental pour savoir s'il peut sauter par-dessus un mur de 3 mètres ou pas, chanter des chansons. Bref. Et l'avatar va informatiser ça, l'informatique va informatiser ce système sous la forme d'un avatar. Et quand on projette ça, la grande révolution essentielle, c'est de considérer le jeu en ligne. C'est-à-dire que quand on était sur des jeux solo, et ça existait dans les années 80, où vous aviez des petits personnages de jeux de rôle avec des caractéristiques, et puis il tirait une flèche, il tuait un lapin, il avait 3 points d'expérience, il progressait, et puis il rencontrait le monstre, etc. Ça s'approche des jeux de plateau, mais vous aviez un principe de jeu de rôle, de modélisation d'existence, donc un quasi-avatar, sauf que ce n'était pas un avatar au plein sens du terme, parce qu'il n'était pas en interaction avec autrui, avec d'autres joueurs qui sont pris dans la même condition existentielle. Et là, on voit par exemple, il y a un paquet de personnes qui chacun sont dans leur chez soi ou dans un cybercafé, et puis se retrouvent ensemble. Ils sont tous pris par le même logiciel, par le même système de commande, et ils ont tous un avatar et éventuellement un petit chien pour les accompagner, un petit dragon, etc. Et ils peuvent exister ensemble. Alors évidemment, cette révolution elle est importante parce que c'est ce qu'on appelle l'intersubjectivité. L'intersubjectivité, ici on est en intersubjectivité, vous êtes malgré les nombreux tout sautements des uns et des autres, en attention conjointe sur ma personne. Et puis, quand on va commencer à discuter, on va croiser nos subjectivités, on va les mettre ensemble, ça s'appelle l'intersubjectivité. Et bien ici, par les moyens du jeu en ligne, on se retrouve à vivre les mêmes choses. Et moi, ça m'a passionné au point de faire une plongée ethnographique à l'époque, donc dans le DESS d'ethnométhodologie informatique avec Pierre Quétier parmi les enseignants. Et moi, j'ai été dans les mondes de jeux en ligne, fort de mon expérience de jeu de rôle, pour aller visiter et documenter à la façon d'un ethnologue qui irait dans une tribu du fin fond de l'Amazonie, découvrir ce que les gens racontaient, comment ils vivaient, comment ils jouaient, puisqu'il s'agit d'un jeu. Et je l'ai documenté dans un mémoire de DESS. Je ne peux pas vous raconter tout mon parcours de recherche. J'aimerais en arriver finalement après avoir vu les débuts et les conditions principales qui nous intéressent là. Au résultat des travaux qu'on a mis en forme sous plusieurs registres, une soutenance de thèse, un article principal que je viens d'évoquer, plus récemment un ouvrage qui s'appelle Les avatars jouables des mondes numériques, dont là voici le lien, qui est un ouvrage très cher malheureusement, accessible que principalement les bibliothèques universitaires, mais pour autant on espère que Paris 8 va en acheter un. Et il se trouve que donc je ne veux pas vous forcer à acheter un ouvrage qui est très cher, mais il se trouve qu'au sein de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, omnsh.org, qui est un collectif de jeunes chercheurs à l'époque, mais bon maintenant qui s'est ouvert un peu à toutes les catégories de chercheurs, on s'est beaucoup intéressé à l'avatar parce que c'était un moyen de mettre ensemble autour de la même table, non pas de jeu de rôle mais de recherche, de séminaire, des psychologues, des économistes, des sociologues, des chercheurs en infocom qui sont plutôt sur la notion de dispositif et de fonctionnement communicationnel, des gens en sciences politiques, par exemple, parce que voilà, l'avatar, c'est aussi la représentation de soi, c'est aussi la régulation, comment on se gouverne une ville dont les habitants sont des avatars. Bref, des chercheurs en sciences humaines issus de plein d'horizons différents et qui du coup avaient un objet commun. En plus d'avoir la notion de monde numérique qui est un objet commun. Mais la notion de monde numérique, finalement, on l'aborde beaucoup plus aisément par le biais des avatars. Donc cet ouvrage,
Il est accessible partiellement. Vous avez l'introduction qui est en ligne gratuitement, donc ça c'est bien parce que ça va vous permettre quand même d'avoir toute la présentation des thématiques de l'avatar. Et vous avez une préface d'un professeur émérite au Collège de France qui s'appelle Alain Berthoz, qui est un neurophysiologiste qui s'intéresse plutôt au fonctionnement de notre cerveau et de notre corps du point de vue du sens du mouvement. Donc il est célèbre pour ça parce qu'il a vraiment travaillé la façon dont le corps et la gestuelle, et ça ouvrira sur les autres conférences, est un sixième sens quasiment, et permet de se ressentir et de ressentir le monde d'une façon particulière. Mais il a travaillé après sur l'empathie beaucoup, sur la décision et plus récemment sur la vicariance. Qui connaît la vicariance? Donc un nouveau mot vous pourrez repartir avec dans votre besace. La vicariance, c'est quand vous êtes par exemple aveugle et que vous développez une très forte audition. Quand vous êtes sourd et que eh bien, je sais pas, votre toucher est plus fort parce que bon. Donc c'est la compensation d'un sens par un autre. La vicariance de manière générale. Et donc ce monsieur nous a lu, puisqu'il s'intéresse à l'avatar, il a étudié aussi avec Paris 8 les agents autonomes, la funambule virtuelle. On en a parlé la semaine dernière à Gobelin dans une journée d'études sur le rapport art-science. Bref, ce monsieur s'est penché un peu, on s'est rencontrés, et puis il a trouvé intéressant ce travail. Donc brièvement, je conclue en vous présentant les chapitres. Comme ça, brièvement, ça vous permet de voir un aperçu de qu'est-ce que ça couvre la thématique de l'avatar. Et puis vos questions permettront de repréciser sur des champs précis. On a une première partie théorie, donc on a structuré l'ouvrage entre théorie, terrain, témoignage, les 3 T. On a inventé ce système parce que ça permet vraiment de placer la théorie quand même comme une nécessité. Un chercheur, ça fabrique des théories. Et ça, c'est important parce que la théorie, c'est des raisonnements, des conceptions du monde. Donc on a le premier ouvrage, le premier chapitre qui est écrit par Étienne Pérény qui s'appelle De l'avatar iconique, donc iconique en image, à l'avatarisation généralisée, qui est un processus qu'il explique comme étant le fait qu'on se retrouve représenté volontairement ou involontairement. On pense à Amazon ou à des bases de données ou au débat sur Prism, volontairement ou involontairement sous la forme d'un modèle informationnel ou sous la forme d'une représentation informationnelle. On a un psychologue qui s'intéresse aux théories et analyses de la relation avatariale, c'est le mot savant pour la notion d'avatar propre aux jeux vidéo. On a un psychanalyste qui est plus sur l'auto-empathie médiatisée par l'avatar, une subjectivation de soi. L'auto-empathie, c'est une idée qu'on se prend soi-même pour un autre, disait notre ami Rimbaud, et que du coup on peut être en empathie avec soi-même à travers l'avatar. C'est une forme de subjectivation de soi, de devenir un sujet. La notion de monde, de point de vue de personnage que j'ai travaillé avec un autre chercheur, et l'avatar comme enveloppe pilotable. Et enfin, l'avatar comme métaphore conceptuelle et interactive de l'image de soi, avec le travail de Fanny Georges, qui donc concerne aussi bien les sites web que les forums, que tous les systèmes de représentation. Enfin, sur le côté terrain, on est allé voir un jeu de rôle web à travers ces images avatars. Donc en gros, un sociologue s'est penché sur toutes les petites vignettes qui représentent dans Monty Hall, un jeu en ligne d'orques et de bizarres, de trolls, les petites imagettes. Et puis en fait, chacun ça se représente de manière très variable. Les rapports entre narration et personnage par France Vacher, qui est doctorante sous la direction de Pierre Quétier et moi-même à Paris 8. Une femme d'une 50aine d'années qui a une maturité aussi, qui est auteur. Bref, qui a un regard assez original sur l'incarnation de ce qu'elle appelle le persona fiction, un être de fiction. Et enfin, comment des avatars s'amusent à jouer dans Second Life, à fabriquer une boîte de nuit. Dans Second Life, vous avez un univers qui est important à connaître, même parce qu'il n'est plus tellement connu ou médiatisé, il a défrayé la chronique, mais Second Life, c'est un monde incroyable, dans lequel vous avez des avatars, et où vous n'êtes pas obligé de vous livrer à un jeu particulier. Vous pouvez construire une maison, vous pouvez faire plein de choses. Et là-dedans, il y a des gens qui s'amusent à faire la boîte de nuit avec l'hôtesse d'accueil, le barman sympa, le DJ, et donc c'est un chercheur en gestion qui a décidé d'examiner comment est-ce qu'on fabrique de la valeur économique dans un monde en ligne. Enfin, les expériences pédagogiques, comment est-ce que vous tous, si vous étiez très loin les uns des autres, on pourrait utiliser des avatars pour se retrouver dans la même salle simulée pour faire des conférences rétro-projetées à l'écran. Et enfin, dans la partie témoignage, on a, donc là c'est des terrains concrets avant, mais là dans les témoignages, on a plutôt un sociologue qui a fait des entretiens exploratoires, comme on les appelle. C'est pas une grosse étude, c'est plutôt thématisé. C'est quoi qui ressort quand on interviewe une dizaine de personnes, l'authenticité, l'inventivité, etc. Un regard clinique de la part d'une psychologue qui reçoit des gens qui ont des problèmes dans la vie et qui se trouvent passer beaucoup de temps à fréquenter leur avatar, donc des grands joueurs un peu excessifs, et souvent des adolescents qui refusent un peu de faire autre chose que de jouer. Et donc elle en parle. Enfin, un artiste, deux artistes, les deux derniers c'est plutôt la partie artistique.
Yann Min, que je vous recommande vivement parce qu'il a beaucoup travaillé dans Second Life et qui a finalement développé une théorie personnelle grâce à sa pratique artistique. Et la notion de cyberesthésie, c'est-à-dire l'esthésie, donc la sensation, l'esthésie, hein, cybernétique que l'avatar procure. Et il a toute une théorie qu'on a aidé à formaliser dans des termes plus scientifiques. Et enfin, moi-même et une artiste exploratrice des mondes de jeux vidéo, Claire Sistac, qui a régulièrement choisi de s'enfermer pendant 3 semaines, 1 mois à domicile pour ne faire que jouer et être visitée de temps en temps pour des entretiens par ma personne et mettre en ligne un journal de bord pour raconter comment, à force de jouer artistiquement, enfin avec une volonté de découverte, eh bien on découvre, enfin on constate des phénomènes qui ne sont pas évidents aux joueurs communs. Voilà un peu le panorama aujourd'hui de ce qu'on a pu livrer à la communauté scientifique. C'est tout récent, c'est sorti il y a 4 mois. Et enfin, je termine avec l'ouvrage d'Étienne Périni, qui lui-même est un ouvrage qui vous concerne directement, puisque c'est aussi la mémoire, et je terminerai là-dessus, Ghislaine, aussi Paris 8, hein, puisque Étienne a été un des cofondateurs du département d'urbanisme, et au sein de Hypermédia, il a eu un rôle pilote sur tout ce qui était vidéo interactive. Et donc dans Questions théoriques, on a un éditeur, on a un ouvrage qui s'appelle Images interactives et jeux vidéo, qui est important. Vous avez un chapitre accessible gratuitement, la postface par mes soins et le sommaire, plus un compte-rendu de 25 ans de recherche de création interactive à Paris 8 qui est gratuit. Et dans cet ouvrage, eh bien, Étienne Périni documente tout un parcours qui nous fait passer des premières interfaces électroniques aux premières interfaces informatiques jusqu'aux avatars, avec un sommaire que je laisse à l'écran pour la discussion. Je vous remercie. Alors, micro. Je renvoie le soin terminologique que tu prends et la façon dont ton exposé a été construit encourage vivement à interroger finalement les termes utilisés, tout ça dans la tentative de construire un territoire théorique. Alors c'est pour ça que je m'interrogeais, si je t'ai bien suivi, tu as parlé de cyberespace, tu as parlé d'espace numérique, tu n'as pas parlé du tout d'espace virtuel, est-ce que c'est intentionnel, et pas non plus d'espace hybride, parce que ce matin on était vraiment dans cette hybridation qui me paraît être vraiment très contemporaine des préoccupations que nous avons, c'est-à-dire ce passage, cette passerelle, ce double ancrage entre une réalité et une virtualité où finalement on arrive à jouer sur les deux mondes presque simultanément et pas successivement. Alors pourquoi tu n'as pas utilisé le terme? Ça nous permet effectivement de faire un petit peu aussi la transition avec ce que les étudiants ont entendu ce matin, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Donc le terme virtuel, c'est vrai que en fait, virtual reality in English means quasi-réalité, un simili-réalité. Donc le mot virtuel, réalité virtuelle, quand le mot virtual, c'est quasi, c'est presque, c'est une presque réalité. Et ça a été traduit en français par virtuel, ce qui renvoie, ce qui n'est pas non plus tout à fait faux, mais qui renvoie à toute une problématique entre le réel, le virtuel, le potentiel, le en puissance, en vertu, virtuel, c'est en puissance. Et donc qui a brouillé les cartes entre, bon sang, je suis dans une réalité que j'éprouve. Là, je viens de me faire dévaliser par mon voisin ou de mourir parce qu'un monstre m'a tué dans les jeux vidéo. Donc, et puis on disait c'est virtuel. Donc sous-entendu, ça n'a pas beaucoup d'importance. En réalité, les fondateurs de la réalité virtuelle, Jaron Lanier et autres, eux avaient forgé le terme de quasi-réalité. Et dans la traduction en français, on est parti dans la réalité virtuelle. Donc ça, il faut le savoir parce que ça vous évite un paquet de problèmes conceptuels sur quel est le statut de réalité. Alors c'est sûr que le statut de réalité de ce qu'on vit à travers un avatar ou dans les mondes en ligne plus généralement, de quelle réalité, à quelle réalité a-t-on affaire? Ça, c'est un débat assez important puisque c'est une réalité où vous avez un monde automatisé, plus ou moins avec des algorithmes, des choses de votre initiative en tant qu'être humain. Bon, bref. Ceci dit, le choix est volontaire. Ensuite, la notion de monde virtuel, quand même, est courante. Donc, les gens savent que c'est un monde informatisé, 3D ou 2D, peu importe, mais qui est un monde numérique. C'est pour ça que nous, on a parlé de monde numérique, on a fondé l'Observatoire en 99, parce qu'on voulait déjà échapper à ce problème. Et enfin, pour faire le lien sur pourquoi je n'ai pas beaucoup parlé des allers-retours dans les mondes, entre monde virtuel et monde réel, pour reprendre l'expression, eh bien, c'est parce que je pense qu'il faut absolument connaître le principe même de fonctionnement de l'immersion dans un monde 2D ou 3D, avant de s'interroger
ou en tout cas pour mieux s'interroger sur les interactions entre ce que je fais dans le métro et moi-même dans un monde 2D, 3D. Je vous donne juste un exemple, et pour finir ma réponse et vous laisser d'autres questions, c'est que dans Second Life, où, je ne sais pas si on va avoir un exemple, mais oui, c'est ça, voilà, ici, mais bon. Vous avez la possibilité de faire des vidéoprojections, hein, donc vous comprenez bien le principe. Bon bah voilà, Yadmin et ses expériences érotico-artistiques, voilà. Exemple typique, vous avez donc des avatars ici, une vidéo du réel, un peu de voilà, qui est renvoyée dans le monde, de telle sorte qu'on comprend bien ici l'interaction, ce qu'on a réalité hybride, mais du côté non pas d'une réalité augmentée où on vous met des vecteurs autour des patients qui passent, mais plutôt à l'intérieur d'un monde virtuel, la réinjection du réel. Et en fait, avec Étienne, ce qu'on a beaucoup interrogé, c'est les interactions, effectivement, et on va vers ça, de plus en plus croissantes entre monde simulé et monde réel. Mais on constate qu'il fallait tout de même faire un effort théorique premier pour identifier la singularité même du fonctionnement initial, enfin propre au monde virtuel, avant d'aller sur les interactions complexes entre monde réel et monde virtuel. C'est ça la réponse pour nous. Oui. Alors une question, tu prends le micro, comme c'est enregistré, ça m'évitera de répéter la question. Bonjour. Bonjour. J'ai écouté votre définition au début, enfin j'ai écouté la suite aussi, mais la définition assez large d'avatar qui est qu'on contrôle une personne à distance, enfin un être, quelque chose à distance, on manipule. Si on va un peu plus loin et qu'on parle de contrôle, de manipulation, mais aussi d'influence, est-ce que par exemple je ne suis pas moi-même, mon corps n'est-il pas mon avatar, mais aussi est-ce que je ne suis pas moi-même l'avatar de mes parents, de mes amis, de mes proches? Est-ce que les joueurs de foot sont-ils pas l'avatar du coach qui leur donne des indications, qui leur donne des consignes? Les citoyens, l'avatar d'un président? Moi-même, là, je suis en train de parler, mais peut-être parce que vous m'avez influencé en faisant votre conférence. Vous m'avez lancé une question, un questionnement que j'ai envie d'exprimer. Bien sûr, vous faites Donc, bien. quelle est votre pensée par rapport à tout ça? Vraiment mis à part hors le monde numérique. Disons qu'en fait, il y a des avatars depuis toujours à ce moment-là, avant même que le numérique existe. Alors, effectivement, le chaman qui prend un hallucinogène puissant et qui se voit possédé par l'esprit des anciens peut être considéré comme l'avatar de l'esprit des anciens, hein, très clairement. Pour autant, il faut quand même rester très proche aussi quand même donc oui, on peut être les avatars de beaucoup de forces, hein, on peut même être possédé, donc, puisque finalement la notion d'avatar c'est aussi celle de possession, on travaille là-dessus. Mais on a un processus dans l'avatarisation, dans le phénomène qui fait qu'on s'avatarise, enfin qu'on devient avatar, qui est que on est censé être en relation quand même assez directe avec ce qui se passe pour l'avatar. Donc vos parents, par exemple, là, ne sont pas a priori en train de vous piloter, bien qu'ils vous ont peut-être programmé par certains, que vous avez un dilemme moral lié à une phobie ou une lubie ou un principe tout à fait légitime de vos parents. Peut-être que vous êtes on va dire, orienté par ça, mais c'est pas eux qui, en direct ou d'une manière intentionnelle, vous manipulent. Donc la notion d'avatar est quand même liée à celle d'intentionnalité, donc de volonté de, ce qui est aussi un des éléments importants de la cybernétique. Donc quelle intention fait-on les choses, hein, et quelle est l'intention de la souris, se nourrir ou tomber dans un piège, hein. Et le dernier point, c'est que ce que vous soulevez, c'est aussi un problème philosophique, hein. J'avais proposé d'en parler dans les questions, on pourra rebondir. Le vieux débat, suis-je un papillon, enfin quand je rêve d'être un papillon, est-ce que c'est le papillon qui me rêve en tant qu'être humain lorsque je suis éveillé, puis en fait ma vraie vie serait dans le sommeil? Et inversement, c'est une question de grands sages depuis longtemps. Alors ça, vous avez des éléments de réception, des éléments de pistes d'explication ou de réflexion autour de, par exemple, des films comme Inception ou ce genre de choses, ou même tout ce qui est rêve lucide. Donc dans les rêves lucides, vous avez des contrôleurs de réalité. Par exemple, si vous regardez 3 fois la couverture d'un bouquin et que vous voyez que le titre change, vous êtes dans un rêve. Non, mais c'est vraiment des techniques éprouvées, hein. Il y a toute une recherche sur les rêves lucides au niveau des scanners et du fonctionnement du cerveau, très important. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, on peut établir que nous sommes dans une réalité conjointe ici et que je ne suis l'avatar que de mon propre double. Donc de soi-même. Oui, une question au fond qui brandit vivement son envie de prendre la parole. Merci de lui passer le micro pour ceux qui sont sur la... Et vous deviendrez un peu mon avatar en obéissant de la sorte. Oui.
Bonjour. Moi, je voulais savoir, vous avez mentionné tout à l'heure des investigations ethnologiques dans le monde du jeu vidéo. Oui. Je voulais savoir si vous aviez constaté, parce que j'en ai entendu à un moment beaucoup parler, une désinhibition due au fait que les joueurs pouvaient se cacher en fait derrière un avatar qui était finalement un autre corps et un peu une autre personne. Absolument. C'est un phénomène bien connu. La liberté d'action, la marge, le fait de, comme dans les carnavals, hein, d'ailleurs, c'est un phénomène ancien, qui fait que quand on n'est plus, disons, astreint à subir les conséquences de ses actes de par le statut qui est le nôtre, hein, donc voilà, si je suis au boulot et que je mets le feu à l'entreprise, bah voilà, il y aura des conséquences. Exemple. Hein. Mais donc, évidemment que la liberté, la licence, hein, c'est un peu comme la licence artistique, hein, quand vous êtes contrôlé. Mais pour autant, vous avez un principe de réalité qui est celui du jeu. Donc, autrement dit, il ne faut pas croire que parce qu'on a un avatar, donc ce qu'on appelle aussi le pseudonymat. Le pseudonymat, c'est j'écris un pseudo, ça peut être sur juste un site. Certains disent que le premier avatar, c'est les premières lettres où vous vous appelez Lilou 42. Ben voilà, vous êtes Lilou 42. Et c'est une forme d'avatar par le mot. Mais nous, on s'intéresse plutôt aux avatars d'images. Mais toujours est-il que quand on crée une identité fictive, anonyme, on est anonymisé par cette identité. Mais par contre, si Lilou 49 fait des bêtises, et ben la communauté se souviendra de ce qu'a fait Lilou 49. Et donc, c'est pas un pur anonymat, c'est un pseudonymat. C'est-à-dire qu'on est caché par un pseudonyme qui va nous suivre. Et le principe de réalité du jeu, je peux vous dire que quand vous êtes pourchassé par 700 joueurs qui veulent votre peau contre des millions de ISK dans un jeu comme EVE Online, votre liberté de faire ce que vous voulez, vous avez bien compris qu'elle était quand même pas si grande que ça. Hein. Et donc il y a quand même des effets de régulation propres au monde de jeu. Voilà. Et pour ce qui est des recherches en ethnologie, moi j'ai fait un papier de synthèse sur la méthode que j'ai employée, et puis d'autres ont fait des recherches, hein, Sébastien Genevaux, Vincent Berry, on produit d'autres choses en parallèle qui montrent comment un peu les sociologues se sont travestis en avatar pour identifier les pratiques qui se déroulaient à l'intérieur dans ce qu'on appelle l'observation participante, c'est-à-dire le fait d'aller vraiment et de participer, ou même plus fort, la participation observante, puisqu'on est en premier lieu un acteur et après on s'observe. Oui. Alors moi j'ai basé la plupart de mes travaux de licence sur l'univers du MMORPG. Oui. Que ce soit le rapport avec l'avatar, la notion de communauté ou l'addiction au jeu. Du coup j'ai pas mal parcouru vos travaux, vos publications et vos ouvrages. Merci. Et je me demandais, par rapport à votre point de vue, est-ce que vous avez l'air d'être un rôliste avéré, est-ce que vous étiez uniquement rôliste et joueur de jeux de rôle avant d'entrer dans cette aventure, ou est-ce que vous étiez déjà plus ou moins à l'aise dans l'univers des MMORPG, parce que quand on vous lit, on a plutôt l'impression que du coup c'est pas votre avatar qui parle, c'est vraiment votre objectivité. Vous avez mis votre veste d'anthropologue, si je puis dire, pour découvrir cet univers que vous connaissiez peut-être déjà avant. En deux mots, je suis obligé enfin, je suis amené à prendre un point de vue plutôt d'objectivation lié à la pratique de la recherche. Hein. Pour autant, le mémoire très subjectif que j'ai écrit n'est pas publié, parce que justement, il est peut-être un peu trop subjectif. C'était le mémoire d'ethnométhodologie. Et enfin, pour vous dire, donc, je suis à la base un rôliste. C'est-à-dire, à 14 ans, je suis tombé dans la marmite du jeu de rôle, et ça m'a donné des skills, donc des compétences sociales qui m'ont permis d'être résilient sur pas mal d'aspects quand la vie n'est pas toujours aisée ou simple pour tout le monde. De telle sorte que je suis principalement un rôliste, un passionné de l'image par le cinéma et l'audiovisuel, et je suis venu au monde des jeux vidéo par le jeu solo, puis par les sociabilités, où j'ai retrouvé mes fonctions anciennes de rôliste en interaction avec autrui. Dernière question devant, parce que tu étais dessus. Oui, je vais être bref. Ouais. Vas-y. Et moi aussi, je serai bref. Ouais. On a commencé un quart d'heure. Bonjour. Je vais essayer d'être bref. Vous n'avez pas évoqué l'avatar, qui lui est bien réel, qu'on commence à appeler aujourd'hui l'avatar du marketing prédictif, et qui est bien réel, qui est l'avatar économique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, je peux avoir plusieurs idées. Alors, qui se... je précise, dans ces années-ci, maintenant, à la naissance d'un individu, d'une société développée, un avatar est créé automatiquement, dans le monde réel. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est le monde réel, qui semble assez effrayant, parce que, à quoi sert-il ? Il sert à modéliser le marketing de votre existence. Je sais quelle année vous êtes né. Alors, l'objectif de cet avatar, c'est de répondre à la contrainte légale qui interdit l'identification personnelle de chaque prospect commercial. On n'a pas le droit de constituer des fichiers personnels. OK. Pour répondre à cette contrainte, les grands groupes
de la mondialisation, puisqu'on est dans ce cadre-là, créer à la naissance de chaque individu, identifié CSP++ dans les sociétés développées, un avatar. Cet avatar permet de modéliser son existence. On part sur une base à constante égale, vous êtes en bonne santé, vous avez une espérance de vie, etc. Je vois le principe. On introduit les accidents de vie de façon statistique et on peut prédire très strictement ce que sera votre consommation de services, d'objets et de moyens, de votre budget de consommation et les objets de votre consommation, votre vie durante. Très bien. Donc vous donnez de l'eau au moulin de l'avatarisation généralisée qu'on étudie. Vous mettez en évidence l'accent fondamentalement politique de cette affaire-là, parce qu'il y aurait un contre-jeu qui consiste à comment ne pas ressembler à la prédiction qui est faite de vous. Et là, on rentre dans des questions fondamentales de libre arbitre ou de l'autodéfinition de soi. Vos références m'intéressent, si vous en avez, parce que je mène actuellement auprès d'un institut du ministère de la Recherche un atelier sur le neuromarketing qui est un peu attenant, qui est aussi comment les neurosciences viennent influencer le marketing, avec des aspects favorables pour ce qui est de la prévention des gaspillages, comme d'autres moins favorables. Et du coup, c'est vrai que ce phénomène de modélisation d'existence, il est à l'œuvre sous différents coups, sous différentes forces économiques, politiques, religieuses, enfin il y a plein de formes, et que j'ai, pour finir, samedi à la Sorbonne, une table ronde avec plusieurs philosophes, et on va travailler sur la question de la transparence, de l'intimité et du droit personnel du sujet. Ce sera diffusé jeudi prochain sur les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture. Et je suis le monsieur numérique de la table ronde, et il est évident que cette question, c'est pour ça que qu'on se voit après, est au cœur de nos interrogations sur la capacité qu'on aurait à répondre à ce genre de modèle par une multiplication de nos propres avatars, de telle sorte qu'on puisse faire interférence, brouillage et réautonomiser, renforcer l'empowerment, les individus. C'est un beau programme typique de Paris 8. Merci beaucoup.